Hello les boys, salut les girls, j'ai un rapport particulier avec la musique de Snoop Dogg. Comme vous pouvez le constater, je possède beaucoup de ses disques, c'est un de mes rappeurs préférés et c'est un artiste dont je suis encore l'actualité aujourd'hui. J'ai donc décidé de consacrer ce focus à un des rappeurs les plus populaires, celui qui a une des carrières les plus longues dans le game et pour qui tout aurait pu s'arrêter après la sortie de son premier album. Je vais évidemment parler que de ses albums studio, pas des mixtapes, pas des OST, pas des albums collaboratifs, etc. Jusqu'à son dernier projet en 2019. À travers l'analyse de ces albums, nous allons soulever 3 problématiques. Pourquoi est-il aussi apprécié et populaire dans le monde entier? Comment fait-il pour perdurer dans le temps? Et comment Calvin le Crips, accusé de meurtre, est-il devenu le gentil tonton Snoop? C'est parti! L'histoire commence par une rencontre. Dr. Dre vient de monter le label Death Row avec Suge Knight. Son demi-frère, Warren G, qui habite à Long Beach, une ville dans le sud de Los Angeles, veut se lancer dans la musique avec son groupe 213. Comme Dr. Dre cherche de nouveaux artistes pour son projet The Chronic, il est ouvert à toute proposition. Alors Warren G décide de venir se produire avec ses potes, Nate Dogg et le cousin de ce dernier, Snoop Doggy Dogg. C'est lui qui va attirer l'attention de l'ex-producteur d'NWA. Le jeune Calvin Cordozar Brothers Jr. de son vrai nom sort du lot avec son flow posé très laid-back et son attitude nonchalante. Il reçoit ce sobriquet par sa mère qui fait référence au personnage principal de la bande dessinée Peanuts par rapport à son physique et ses cheveux touffus. Venant de Long Beach, lui et ses amis appartiennent au gang des Crips qui s'habillent en bleu, organisation rivale des Bloods qui s'habillent en rouge. Pour les besoins du film Deep Cover avec Lawrence Fishburne, Dre est sollicité pour travailler sur l'OST. Il enregistre alors le son éponyme avec le jeune Snoop Doggy Dogg et c'est un carton. C'est tellement un succès que le morceau est devenu plus populaire que le film. Et on retiendra surtout cette punchline du rappeur de Long Beach devenu culte car c'est un code 187 sur un flic infiltré. Le code 187 étant le code annoncé par la police lorsqu'il s'agit d'un homicide. Maintenant, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, la production de The Chronic démarre et le docteur appelle Snoop sur quasiment tous les morceaux de l'album en compagnie de pointures du rap West Coast de l'époque. Le jeune rookie invite aussi ses cousins Daz Dillinger, Nate Dogg et ses amis Kurupt et Warren G. Ce dernier, ayant travaillé nuit et jour sur le projet, ne se fera pas créditer, ne touchera pas un rond et ne partira pas en tournée avec l'équipe. Triste histoire. Heureusement que Def Jam lui donnera sa chance et rencontrera le succès avec plusieurs tubes. Mais Warren G n'est pas le seul à se faire avoir, car Snoop n'est toujours pas rémunéré pour ses contributions et se retrouve à dormir à droite et à gauche, alors que dans le monde, c'est déjà une star du gangsta rap. En effet, The Chronic est une vraie réussite, notamment grâce au morceau Nothing But a G-Tang, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, Fuck With Dre Day, qui est un diss envers Eazy, et Lil Ghetto Boy, qui est une recomposition de Little Ghetto Boy de Donny Hathaway, avec une impro de flûte magnifique sur la fin. Snoop Doggy Dogg a déjà des fans qui attendent beaucoup de lui. Il se lance alors avec l'aide de Dr. Dre dans la production de son premier album, So Just Chill, till the next episode. En 1993, il sort enfin son premier album Doggy Style. La cover est réalisée par un autre de ses cousins, Joe Cool, patronyme qu'il emprunte aussi à la BD Peanuts et qui est l'alter ego stylé de Snoopy. Il s'agit d'un dessin représentant le rappeur en chien qui court après des chiennes et se faisant embêter par des employés de la fourrière qui représentent les flics véreux de Los Angeles. Le style est fortement inspiré du dessinateur jamaïcain Wilfrid Limonius, auteur de nombreuses pochettes de reggae dans les années 70-80, avec des tubes comme Who Am I qui sample Atomic Dog de George Clinton et Gin and Juice qui sample Watching You de Slave. Doggy Style est le premier album d'un artiste qui est classé numéro 1 des charts pop aux USA. Ceci est dû à ses prestations remarquables sur Deep Cover et The Chronic qui ont fait de l'œil aux amateurs de rap. Ce projet est vite comparé à In Utero de Nirvana. Pour certains morceaux, il rappe même en freestyle one shot et laisse Dr. Dre gérer l'arrangement et le mixage. C'est le cas de The Shiznit et G's Up Hoes Down. Dre et Snoop ont une osmose de travail hors du commun et deviennent des machines à hit. Murder Was a Case, la BO de son court métrage, Lodi Lodi qui est un hommage à Slick Rick, son rappeur préféré, Serial Killa qui reprend la sirène des Ohio Players avec The D.O.C. et sa voix complètement flinguée au refrain. Beaucoup trop de qualité sur la quantité, je ne peux pas parler de tous les morceaux. Cet album est devenu légendaire et est aujourd'hui certifié 4 fois platine. En parallèle, il participe à la compilation Murder Was a Case et à l'album Dog Food avec The Dog Pound composé de Daz et Kurupt. Les morceaux Let's Play House et New York New York sont de gros succès, bien que ce dernier fut mal interprété par les collègues de la East Coast. En 1995, durant les The Source Awards qui se déroulent au Madison Square Garden, Dr. Dre reçoit le prix du meilleur producteur de l'année. Il monte sur scène avec Suge Knight et Snoop Doggy Dogg. Mais le public, majoritairement new-yorkais, se met à huer les 3 Californiens. Belliqueux dans l'âme, Snoop prend le micro, offusqué du fait que les habitants de la Grosse Pomme n'apprécient guère la musique produite par Death Row. Sa colère est due au fait qu'il ne comprend pas la mauvaise foi du public de l'Est qui, sous prétexte qu'il y a un clash entre Notorious Big et Tupac, ne veut pas écouter le rap de la West Coast et qui bâche le travail acharné des artistes de Los Angeles. Car le rappeur de Long Beach, rappelons-le, est fan de Slick Rick, qui est new-yorkais. There's so much drama in the LBC, it's kind of hard being Snoop D.O. Double G. Et oui,
Le jeune Calvin est rattrapé par son passé de creep, il serait complice d'un meurtre, et est donc jugé, et risque la prison à perpétuité. Snoop Doggy Dogg se remet en question. À 24 ans, mérite-t-il de dire adieu à la vie d'artiste et de se retrouver derrière les barreaux? Il se met alors à prier et promet que s'il s'en sort, il publiera un album de gospel pour se faire pardonner auprès du Tout-Puissant. Grâce à Dieu, et aussi peut-être grâce à l'avocat de Death Row, il est finalement acquitté pour légitime défense, bien que la victime ait été tuée d'une balle dans le dos. Souvenez-vous de ce qu'il dit dans le morceau Who Am I et dans Ratatatat. En gros, il dit clairement: ne jamais hésiter à tirer dans le dos d'un mec. Une fois la nouvelle tombée, il s'empresse d'aller au studio, il enregistre entre autres Two of America's Most Wanted avec Tupac, mais surtout un nouvel album qui ne sera pas du gospel finalement. En 1996, l'attente est encore plus grande. Mais il y a un hic, Dr. Dre n'apparaît pas. Ceci dit, The Dogfather est entre les mains de bons producteurs comme DJ Pooh et Das Dillinger. Snoop a le droit à un petit relooking avec une jolie permanente comme on le voit sur la cover qui est une photo issue du shooting Death Row qui a aussi permis de faire la cover de All Eyes on Me de Tupac. Au niveau des connexions, en plus de ses homies habituels, Nate Dogg, Warren G, Corrupt, etc., Snoop commence à exploiter des feats avec un refrain chanté. Pour cela, il fait appel à Charlie Wilson, lead singer du Gap Band. Cet album est encore un succès qui se place en tête des charts et qui sera certifié double platine grâce à des tubes comme Vapors et Dogfather. Moi personnellement, j'ai préféré Gold Rush et 2001. Après le décès de Tupac, Snoop est particulièrement affecté. Il était son ami, il décide de faire une pause. Le label Death Row tourne un peu au ralenti car Suge va en prison, il n'y a plus Tupac ni Dr. Dre. Mais à la Nouvelle-Orléans, un label indépendant fait les yeux doux à Snoop Doggy Dogg. No Limit Records, dirigé par Master P, veut le signer. C'est le bon moment. Suge, depuis sa cellule, accepte de transférer Snoop tel un joueur de NBA à la Nouvelle-Orléans, mais à une seule condition, qu'il ne s'appelle plus Snoop Doggy Dogg. Il se fera appeler tout simplement Snoop Dogg. Calvin déménage à la Nouvelle-Orléans et prépare un nouvel album en compagnie de son nouveau patron Master P. Pour The Game is to be sold, not to be told, il collabore avec les autres membres du label que l'on appelle les No Limit Soldiers, Soulja Slim, Mystical, Finn, Silk the Shocker, Maya X et C-Murder qui est le frère de Master P et un vrai putain de gangster. Il sera même condamné en 2009 pour le meurtre d'un adolescent. Depuis, il est toujours en prison. No Limit Records fait appel à la société de graphisme Pen and Pixel Graphics pour ses covers et c'était... Oula, 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 oula. Coucou. Pas très ordinaire on va dire. Snoop Dogg aura aussi droit à une pochette vraiment... no limite quoi. Même les Rottweiler en premier plan ont l'air d'avoir honte d'apparaître dessus. Et dans la direction artistique sudiste, on est plus dans la quantité que dans la qualité. Quand on est habitué à travailler avec un perfectionniste comme Dr. Dre et que l'on se retrouve à bosser avec un Fordiste comme Master P, ça fait quand même un choc. Au niveau de l'écoute, la qualité est nettement moins au rendez-vous et n'a rien à voir avec ce que l'on avait l'habitude d'écouter avec Snoop qui nous fait de la bounce music. Un genre qui émerge et qui vend beaucoup aux États-Unis à l'époque. Il sera quand même certifié 2 fois platine et 3 titres feront leur entrée dans le Billboard 100, Woof, Slow Down et Still a G-Tang. Mais surtout, on voit que notre artiste californien est toujours à l'aise sur n'importe quel type de prod et que sa zone de confort s'étend de Los Angeles à la Nouvelle-Orléans. Même si cet album marche bien aux États-Unis, c'est un petit peu moins le cas à l'international. Master P va alors revoir sa manière de travailler en se rapprochant plus du style G-Funk que celui de la musique sudiste. En 1999, Snoop Dogg sort No Limit Top Dog. Et cette fois, Dr. Dre est de retour. Master P a compris que pour Snoop Dogg, il faut miser plus sur le côté qualitatif et produit un album comme à l'époque de Death Row, avec une pochette moins criarde et plus sobre. Voilà, même les chiens sont contents d'être là. Un peu moins de No Limit Soldiers, plus de participation West Coast et R&B avec Raphaël Saadiq, ex-lead singer de Tony Tone, et il n'y a pas que Dr. Dre à la prod, il y a aussi DJ Quick, qui est un rappeur et beatmaker très influencé par la funk. On l'entend notamment sur Dantel et Boston Rock. On y découvre aussi la nouvelle recrue de Loud Records, Exhibit, sur Bitch Please. Après 3 albums où les références à Dolomite, macro fictif de la série du même nom, sont très fréquentes, cette fois, Snoop assume totalement son côté PIMP avec Trust Me, où il collabore avec Sugar Free, ancien proxénète de Los Angeles devenu chanteur. Cet album aura légèrement moins de succès que les précédents, mais sera quand même certifié platine 5 mois après sa sortie. Le personnage de Snoop Dogg a évolué. Il est passé de la petite frappe qui vendait de la weed à Cameron Diaz lorsqu'il était au lycée, fun fact, à pimp respecté. Au même moment, il travaille sur le 2e album de Dr. Dre qui sort sur Aftermath, Chronique 2001.
Si The Chronic avait changé le rap West Coast des années 90, Chronic 2001 va changer le rap tout court. Il apparaît sur quelques morceaux dont The Next Episode et Still Dre, encore une fois grâce au talent du docteur, la carrière de Snoop Dogg qui commençait un peu à battre de l'aile est relancée. En voyant son compère californien réussir avec sa petite société, devenue un gros label, cela donne des idées au Top Dog. Comme le travail de Master P est basé sur la quantité, il lui fait sortir un autre album l'année suivante et ce sera terminé avec Snoop chez No Limit. Le Top Dog ne veut plus manger dans la main de qui que ce soit, il appellera donc son album The Last Meal, ou Le Dernier Repas pour ceux qui ont un peu de mal avec l'anglais, sort en 2000. La cover nous rappelle celle de son premier album et on a quasiment plus personne du label No Limit, mis à part Magic et Master P. Il fait appel à ses potes Corrupt, Badass, Ice Cube et un autre rappeur très sous-coté et qui est pourtant présent sur la quasi-totalité de l'album, Cocaine. Avec son style particulier entre le rap et le chant, mais avec une voix tortueuse à la George Clinton, il apporte vraiment quelque chose en plus sur The Last Meal. 3 producteurs de génie viennent se greffer aussi au projet, Timbaland qui avait déjà beaucoup d'expérience à l'époque, Scott Storch qui sera un des compositeurs les plus représentatifs des années 2000, et Battle Cat, le DJ officiel de Snoop et qui façonnera le rap West Coast dans le futur. Mais le gros banger du projet, c'est Lay Low. La formule est parfaite. On a le rappeur de Long Beach avec ses potes, Nate Dogg au refrain, Dr. Dre à la prod avec une recomposition au piano et non un sample de Coming Soon du groupe Slave. Cette bande de funk qui avait déjà inspiré le refrain de Gin and Juice avec Watching You va inspirer un autre morceau dont je vais parler un peu plus tard dans cette vidéo. Victime de son succès, The Last Meal est certifié platine 2 mois après sa sortie. Et c'est fini pour Snoop Dogg sur No Limit Records. Évidemment, comme vous l'avez sûrement remarqué depuis le début, c'est une personne qui n'aime pas les conflits. Et lorsqu'il quitte un label, il essaie de rester en bon terme avec le producteur. C'est le cas avec Master P, il a essayé de faire la même chose avec Suge Knight, il pensait que ça s'était bien passé, mais hélas, c'est seulement ce qu'il a cru. En effet, Suge Knight lui en veut beaucoup et le harcèle pas mal. Mais Snoop refuse de lui répondre car les conséquences risquent d'être dramatiques. À savoir que le terrifiant boss de Death Row est un Blood. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, Snoop Dogg est un creep. Ce dernier décide alors de s'entourer de quelques membres du gang bleu pour se sentir un peu plus en sécurité et monte le groupe 100% creep, les East Siders, avec Goldilocks et Trade D. À côté de ça, il se lance dans plusieurs projets comme le cinéma, on le verra dans Baby Boy de John Singleton et Training Day avec Denzel Washington. Il aura même le rôle de Huggy les bons tuyaux dans Starsky Hutch aux côtés de Ben Stiller et Owen Wilson. Comme il aime le cinéma et les filles, il décide de créer sa propre société de films pornographiques, ce qui déplaît beaucoup à sa femme et premier amour Shanté. Comme il n'aime pas les situations conflictuelles, il veut se rattraper pour reconquérir l'amour de sa vie. Il décide d'arrêter de boire et même de fumer. Décision qui ne dura que quelques semaines. Bref, il est temps pour Snoop Dogg de sortir un nouvel album et d'expliquer tout cela. C'est donc le premier album qu'il publiera sur son propre label, Doghouse, qui deviendra plus tard Doggy Style Records. Pay the cost to be the boss. J'ai payé le prix pour être le chef, référence au morceau The Boss de James Brown. On est à 6 albums de Snoop Dogg et Dr. Dre est de nouveau absent, trop occupé à lancer des carrières. Mais une autre rencontre va lui permettre de se renouveler et de devenir le rappeur cool qu'on connaît aujourd'hui. Derrière les plus grands hits de pop de ce début de millénaire se cache un duo de producteurs, The Neptunes, composé de Chad Hugo et Pharrell Williams. Ce dernier, en plus de composer, il rappe et il chante. Le duo de la Virginia Bay apporte sa contribution pour 2 sons, From the Church to the Palace, que l'on oubliera assez vite car Beautiful lui fera de l'ombre et atteindra la 6ème place du Billboard Hot 100. Hormis ce tube, nous avons d'autres collaborations intéressantes comme des prods de Battle Cat qui nous livrent Bowlin et DJ Premier pour Batman and Robin et surtout la clé de voûte de cet album, The One and Only. Dans ce track, Snoop fait un point sur son parcours. Il met un terme à son image de gangster et apparaît comme quelqu'un de bienveillant, sauf vis-à-vis d'une seule personne, Suge Knight. Comme le producteur de Death Row ne cesse de le harceler et lui fait des menaces, le rappeur de Long Beach a donc décidé de lui répondre une bonne fois pour toutes sur le morceau Pimp Slap, en gros, le macro giflé. Cet album a un rôle clé dans la carrière du rappeur et lui permet de repartir sur de bonnes bases en effaçant l'ardoise remplie de ratures afin de devenir le tonton Snoop que l'on connaît aujourd'hui. Pay the Cost to be the Boss est certifié platine, Snoop a compris que collaborer avec Pharrell Williams est une très bonne idée et ils remettent le couvert 2 ans plus tard. « 2004,
Rhythm and Gangsta The Masterpiece, 7ème album du maître des chiens, certifié platine un mois après sa sortie, grâce à des tubes composés par les Neptunes comme Let's Get Blonde avec Charlie Wilson et Pharrell Williams. Comme pour Gin and Juice et Laylo, Snoop Dogg s'inspire encore une fois de Slave afin de chanter ses couplets en reprenant la mélodie de Watching You. Le duo de beatmakers de la Virginia Bay a aussi composé le banger intemporel que l'on entend encore en club, et Signs en compagnie de Charlie Wilson et Justin Timberlake au top de sa carrière. Ces trois morceaux sont placés intelligemment sur le projet de façon à ce que l'on ne s'ennuie pas. L'album est une réussite. Encore une fois, Snoop Dogg nous prouve qu'il est au top du hip-hop West Coast. Cependant, le prochain album va un peu moins cartonner à cause de l'effondrement de l'industrie du disque, malgré les tubes qui marqueront la décennie. À cause de la forte hausse de popularité d'internet et des plateformes de téléchargement en peer-to-peer, les ventes de disques baissent beaucoup. Même en prenant en compte l'achat de ringtones dans la certification des disques, on ne vend plus comme avant. Et The Blue Carpet Treatment est sorti pile poil à cette période-là. Il sera malgré tout certifié disque d'or quelques mois après sa sortie, car c'est un très bon 8ème album de Snoop, et c'est en partie dû au retour de Dr. Dre, mais aussi grâce à son esprit de perfection. Après avoir passé 6 mois en studio et enregistré plus de 200 chansons, il nous sort 21 pépites grâce à des producteurs de prestige comme les Neptunes, encore une fois, qui ont fait Vato, Timbaland pour Get a Light et Akon pour l'énorme tube à succès I Wanna Fun You. Il reste également toujours fidèle à DJ Battlecat qui lui livrera Hush by New avec ce synthé acide répétitif qui revient toutes les 4 mesures. Il y a des featuring à la pelle avec chaque fois un thème différent, Be Real du groupe Cypress Hill, Ice Cube et The Game pour le côté gangbanger de LA, mais on a surtout pas mal de sons de crooner comme Crazy avec Nate Dogg, That's That avec R. Kelly, Conversation avec Stevie Wonder et Imagine avec D'Angelo. Cette dernière est une perle composée par le Docteur, tout comme Boss Live qui a le droit à 2 versions, une avec Akon et l'autre avec Nate Dogg. Perso, je préfère la dernière. Snoop veut lui aussi surfer sur le style hi-fi de la Bay Area et enregistre Candy avec E40, MC8, Goldilocks, Corrupt et Daz. Ce sous-genre de hip-hop inspirera beaucoup les sonorités West Coast de la décennie suivante. Snoop essaie de se détacher de plus en plus du gangsta rap et veut devenir une pop star. Pour cela, il décide de toucher à tout et nous le démontre avec son 9e album. En 2008, nous sommes toujours en pleine crise du disque et nous entrons dans une crise économique. On arrive à un point où même un artiste comme Snoop Dogg n'arrive pas à faire disque d'or avec Ego Trippin'. Il se vendra tout de même relativement bien en atteignant la 3ème place du Billboard 200. Après avoir invité tout le monde sur ses précédents albums, cette fois, Snoop Dogg veut un album uniquement centré sur lui, d'où l'intitulé Ego Trippin'. Ne voulant aucun featuring de base, il invitera quand même des artistes comme Charlie Wilson, Pharrell Williams, Raphaël Saadiq et quelques rappeurs. Il voulait également inviter d'autres superstars de la musique comme Madonna, Bono et Mick Jagger. Si ces icônes musicales ne seront pas sur le projet, Snoop s'inspirera de ces modèles comme avec Cool, qui est vraiment cool, où il essaie de chanter à la manière de Prince et c'est très réussi. Composé par Teddy Riley, roi de la New Jack Swing qui est connu pour avoir travaillé notamment sur Dangerous de Michael Jackson, il reproduira à merveille les synthés utilisés par le chanteur de Purple Rain. Il collabore également avec Everlast, fondateur du groupe House of Pain, pour My Medicine qui est un morceau nous évoquant son amour pour la marijuana et dans lequel il dédicace Johnny Cash. Mais le tube le plus marquant de cet album, c'est Sexual Eruption, qui cartonnera grâce à son utilisation d'autotune qui commence à être en vogue et son clip génialissime au summum du kitsch. Snoop fait de la country, Snoop fait de la funk, Snoop fait de la soul. Snoop est-il en train d'abandonner le gangsta rap pour ses plaisirs coupables? Non. Et il le montrera avec son 10e album. En regardant la cover, on s'est tous demandé si Snoop Dogg allait nous sortir un album de country. Et non, dès le premier morceau, on tombe dans du pur rap US avec I Wanna Rock que vous venez d'entendre, instru incroyable que tous les kickers utiliseront sur des freestyles de folie. Pour Upside Down, Calvin passe le mic à ceux qui feront le gangsta rap de LA dans les années à venir, à savoir Problem et Nipsey Hussle. Mais pour le reste, on est sur des morceaux qui manquent de saveur ou qui ont marché juste un peu de temps et qu'on a vite oublié, comme Gangsta Love avec The Dream et son clip sur fond vert dégueulasse. En réécoutant l'album, ça faisait littéralement 10 ans que je ne l'avais pas entendu, j'avais complètement oublié que ce morceau existait un jour. Un feat avec Soulja Boy qui est déjà en fin de carrière à 18 ans, un feat avec R. Kelly où il parle de proxénétisme, comment ça serait pas du tout passé aujourd'hui? Et il fait toujours place à la famille car il y a un feat avec sa cousine Brandy, car oui, c'est aussi une cousine de Snoop. Après, je sais pas si c'est légitime, moi, sa famille, je la vois comme ça. Je
trouve que cet album est un peu bâclé, d'autant plus qu'il s'est empressé d'en finir avec la promo en sortant 4 singles en 2 mois, et ce sont même pas des tubes. Mais si aucun hit ne se cache dans cet album, le Big Snoop Dogg va briller à nouveau avec un son qui va faire de lui le rappeur le plus cool du monde. C'est California Girls avec Katy Perry. Dans le clip, il porte un incroyable costard avec des macarons imprimés et ne gangbang plus avec des creeps, mais avec des bonbons nounours. Regardez. À ce moment-là, le Snoop Dogg Gangsta est mort. Il est mort, broyé, brûlé et recyclé en ce truc-là. Ah si, il a ressuscité une fois à la fin de l'année pour Kush avec Dr. Dre et Akon. Mais pour l'album suivant, on n'est pas encore sûr. Comme vous l'avez remarqué, depuis 2 albums déjà, Snoop est en roue libre. Il est riche, célèbre, tout le monde l'appelle pour des featuring, donc il fait ce qu'il veut. Mais pour son 11e album, Documentary, il veut retourner aux sources et se remettre au gangsta rap. Il publie une vidéo avec le producteur Swizz Beatz en l'annonçant même comme une suite de son premier album, Doggy Style, avec des feats de qualité comme Eminem, Exhibit, Be Real et The Game. Et finalement, on aura Kanye West, T-Pain et Gorillaz. C'est cool, mais c'est pas très gangsta. On reste sur un bon album, mais l'attente était beaucoup trop exagérée comparée à ce qu'il y a vraiment dessus. Il avait prévu de collaborer encore avec Katy Perry, mais ne le fera finalement pas de traces de Swizz Beatz ni de Lil Jon, contrairement à ce qui avait été prévu. La cover est assez minimaliste et ne donne pas vraiment envie de l'écouter, mais le morceau Wet, composé par David Guetta, va replacer Snoop dans le Billboard. On est en pleine période où tous les rappeurs veulent leur son Eurodance pour cartonner encore plus dans le monde, et notre ami n'échappe pas à la règle. Snoop s'est également fait un petit pote qui vient de Pittsburgh, une ville qu'il apprécie beaucoup pour son équipe de football américain. Il s'agit de Wiz Khalifa, qui cartonnait déjà de son côté avec son album Rolling Peppers. Auprès de lui, il s'offre une nouvelle jeunesse qu'il revit au travers d'un film, Mac and Divine Go to School, où l'on entendra le tube Young and Wild and Free. Snoop est Young and Wild and Free. Et cette année-là, il fête aussi ses 40 ans. Et pour tout homme, c'est une étape importante à franchir. Et le Doggy Dogg prend une décision, il arrête le rap et se lance dans le reggae. Snoop Dogg est mort et ressuscite sous le nom de Snoop Lion 2 ans plus tard avec l'album Reincarnated. Mais est-ce que cela va durer ? Non, et je ne vais pas parler de Reincarnated. Snoop Lion redevient Snoop Dogg en 2014 pour Wiggle Wiggle avec Jason Derulo et se met une caisse à Gangnam avec Psy. Ne cherchez pas d'explication à ce clip, le gangsta qui est en lui n'existe plus. Cette année, son ami Pharrell Williams est au top grâce à son album Girl, il le recontacte et lui propose de travailler sur un nouvel album de funk. Et en 2015, on aura l'excellent Bush, porté avec des merveilles comme So Many Pros avec un des meilleurs clips que j'ai vu de ma vie dans lequel il se met en scène sur des affiches de films Blaxploitation, Peaches and Cream avec Charlie Wilson et California Roll avec Stevie Wonder. D'autres collaborations avec Gwen Stefani, T.I., Rick Ross et Kendrick Lamar forgeront la qualité de cet album de seulement 10 titres. La funk lui va à merveille et il pourrait clairement continuer sur cette lignée. Mais chasser le naturel et il revient au gangsta rap. Il a fallu attendre le 14e album de Snoop Dogg pour avoir une vraie suite à Doggy Style. Il balance les tracks Back Up et I'm From Long Beach qui passeront malheureusement un peu inaperçus, puis le single Kush Ups avec Wiz Khalifa aura plus de succès car les amateurs de rap sont fans de cette connexion de fumeurs de weed. La cover de Kool-Aid nous rappelle celle de Doggy Style et The Last Meal, avec un chien vendant de la limonade sur un fond bleu nous rappelant qu'il est un creep avant tout. Même si c'est un des albums les plus discrets de l'oncle Calvin, la qualité n'est pas négligée. Il commence avec Legend, une grosse instru trap avec un flow carré à l'époque où tout le monde rappe comme ça. Il s'adapte aussi à la nouvelle vibe californienne comme avec Ten Toes Down où il pose sur une instru la DJ Mustard, et enfin Swizz Beatz bosse avec lui et on n'est pas déçu. L'ancien producteur des Rough Riders amène son côté new-yorkais sur la côte ouest en faisant de la G-Funk comme s'il avait toujours vécu à LA et vient surtout de ressusciter pour de bon l'âme de gangsta qui dormait au fond des entrailles de Snoop Dogg. Quelques mois plus tard, Donald Trump est élu président des États-Unis. Si Kanye West décide de se rallier à sa cause, d'autres artistes comme YG et Nipsey Hussle s'y opposent. Et Snoop, avec tout ce qu'il a fait tout au long de sa carrière, est déçu de voir que les Américains ont élu cet infâme homme d'affaires. Il décide alors de se mouiller en laissant parler son côté gangsta qui n'était en réalité jamais parti. La cover de Never Left est une photo de lui prise par le grand photographe du milieu hip-hop Chimodu en 1993. Il est devant un panneau portant son nombre fétiche, 187, faisant référence à son premier tube. Le 15e album du Maître Chien fera surtout parler de lui avec 2 morceaux. Le premier étant Lavender, produit par les Canadiens Bad Bad Not Good et Kite Ranada, où il dénonce les violences policières et où Trump est grimé en clown. Ce clip fera polémique et le chef d'État lui répondra: vous imaginez le tollé si Snoop Dogg, en fin de carrière, avait pointé son arme sur le président Obama ?
prison directe. Le deuxième son est l'incroyable Mount Rushmore, qui est un hymne à la fumette en compagnie de B-Real, Method Man et Redman, avec un clip en animation vraiment cool sur une instru qui ressemble réellement à nos 4 artistes bien en forme malgré leur quarantaine passée. Après Never Left, il sortira la mixtape Make America Creep Again pour continuer de titiller le président américain. Puis il publiera un album de gospel, The Bible of Love, comme il nous l'avait promis 23 ans plus tôt. Et en 2018, c'est la consécration, il a le droit enfin à son étoile sur Hollywood Boulevard. D'ailleurs, voici une photo de son étoile avec un idiot de touriste derrière. Et cet événement lui donnera de l'inspiration pour un nouvel album qui sortira en 2019, afin de remercier la personne sans qui rien n'aurait été possible, lui-même. Snoop Dogg! La cover nous expose les différents Snoop Dogg et Snoop Doggy Dogg que Calvin nous a montré tout au long de sa carrière. On a celui de 187, de Dogfather, de Dogg Pound, Snoop Lion, etc. Sur I Wanna Thank Me, il veut se remercier, mais aussi rendre hommage à ceux qui l'ont aidé tout au long de sa carrière. Il nous sort entre autres Let Bygones Be Bygones, autrement dit faisons une croix sur le passé. I'm cool with Suge, I'm cool with Master P, Dr. Dre, I'm cool with everybody. C'est un morceau assez émouvant dans lequel il dédicace ses anciens collègues comme Lady of Rage, The DOC et RBX, et ceux qui nous ont quittés comme Nate Dogg avec qui il a commencé le rap. Il se montre même reconnaissant envers Suge Knight malgré la malveillance qu'il a apportée dans le milieu hip-hop. Car au fond, c'est grâce à lui que Calvin Brothers a évité la prison. Il remercie même les Bloods avec qui il a de bonnes relations. Il ne les mentionne pas, mais on sait qu'il parle entre autres de The Game, DJ Quick et B-Real. Pour So Misinformed, il invite également son rappeur préféré, Slick Rick, chose qu'il n'avait encore jamais faite. Certains sons nous replongent dans les années 90 comme Countdown avec Swiss Beats, ou encore Do You Like I Do avec Lil Duval, où ça part totalement sur un bon du jack swing des familles. Mais il y a également des morceaux très actuels comme Blueface Honeyed avec YG et DJ Mustard, une ambiance latino-américaine avec Jermaine Dupri et Ozuna, superstar du reggaeton, et un son baile funk avec Anitta sur Little Square, produit par le duo brésilien Trop Killers. Il récidivera avec la chanteuse Carioca pour Onda Diferente. Peu de gens connaissent ce morceau en France et pourtant il a eu beaucoup de succès au Brésil en 2019. I Wanna Thank Me pourrait être une belle conclusion à la carrière du rappeur de Long Beach. Je dirais même que ce disque répond aux 3 problématiques que nous nous sommes posées en début de vidéo. Il est toujours resté en bon terme avec tout le monde malgré un petit accrochage avec Suge Knight, il fait des featuring avec différents artistes de différents mouvements et de pays différents, et en France il a même collaboré avec le rappeur Lacrim. En effet, il s'adapte sans cesse aux vibes, il est respecté et cultive son image de tonton Snoop qui n'hésite pas à piquer quand il le faut. Do you believe in the devil? Definitely. What do you think the devil is like? President. On l'a vu même récemment avec l'affaire Tekashi 69. Et même en 2020, n'importe quel rappeur rêve de faire un feat avec Uncle Snoop. Je pense que Snoop Dogg est un exemple de réussite sur le long terme. Et même s'il vend de moins en moins, sa notoriété ne cesse de s'accroître et a fait de lui le rappeur le plus populaire aujourd'hui. On connaît tous un Snoop Dogg différent car sa personnalité a changé en fonction des générations. Il est également quelqu'un de très attaché à son cercle familial. On a vu qu'il collabore beaucoup avec ses cousins, mais il est aussi très attaché à sa femme Chantée avec qui il est depuis le lycée. N'aimant guère les conflits, il reste néanmoins un gangster dans l'âme et prend certaines situations très à cœur, comme la guerre East-West à l'époque et l'élection de Donald Trump récemment. Personnellement, mes 3 albums préférés sont Doggy Style, R&G et Bush. Et toi, quels sont tes albums préférés de Snoop Dogg? Dis-le moi en commentaire. Bye les boys, ciao les girls.